transmettre autre chose que ce qu'on voit à l'époque sur la sclérose en plaques, c'est-à-dire des éléments positifs, combatifs, des astuces surtout pratiques, du partage d'expériences. Et donc, j'écris les chroniques de Charlotte pour cet ensemble. Et en 2018, il y a une éditrice qui les repère sur Internet et qui me propose d'écrire un livre. Donc, super expérience, c'est génial. Et puis, quand on a cherché le titre, j'en discute avec ma sœur jumelle qui a fait beaucoup de marketing, qui me connaît très bien et qui, tout d'un coup, se souvient d'une anecdote que je raconte dans le livre, d'ailleurs, où j'arrive en rééducation au moment de mon hémiplégie, dont je vous ai parlé au début. Donc, je suis en pisteuse d'état, en fauteuil roulant, et la kiné me demande hyper sérieusement, alors quels sont vos objectifs de rééducation, et je lui réponds, mais très spontanément, en 1, nager dans la mer, et en 2, marcher sur des talons hauts. Et elle m'a regardé, l'air de dire mais elle est pas nette. Alors je sais, elle n'y arrivera jamais, ou elle s'y attendait pas du tout. Je ne sais pas. Je pense qu'on s'y attend pas de celle-là. Oui, mais en fait, faut remettre dans le contexte. Moi, je faisais ma rééducation chez mes parents en province. J'avais arrêté de travailler, et je crois que les talons aiguilles, au-delà les talons hauts, au-delà du symbole, c'était ma vie parisienne, indépendante, où je pouvais travailler, et c'était ça. Et je crois qu'on doit tous trouver nos moteurs. Moi, je sais que nager dans la mer, c'est un sentiment de liberté exceptionnel. Moi qui ai un corps qui est très contraint, même si ça se voit pas par les douleurs, cette sensation de chape de plomb, j'ai des fourmillements partout dans le corps. Là, j'ai la moitié du visage qui est cartonné. Enfin, j'ai beaucoup de symptômes invisibles qui se voient pas, mais c'est vrai que l'eau, ça adoucit ces symptômes. Et puis voilà, marcher sur les talons hauts, c'était retourner à ma vie où je travaille, où je suis indépendante, et c'était ça mes moteurs. Et on doit tous trouver nos moteurs, ou ce qui nous parle en tout cas. Et je sais que moi, effectivement, au quotidien, la féminité, c'est quelque chose qui me porte. Je dis pas que c'est la clé pour tout le monde, et ça doit pas être une tyrannie, mais c'est vrai que prendre soin de moi, c'est extrêmement important pour que je me sente bien. Déjà, c'est comme un tuteur en fait. Ça m'aide à aller mieux. Donc c'est vraiment important. Non, mais je comprends tout à fait. Et je pense même que pour la plupart des femmes, ça l'est. Bon, des hommes aussi. Je pense que prendre soin de soi, c'est essentiel. Oui, c'est la base. C'est la base. Ouais. Parce que c'est quand on se regarde, ce qu'on renvoie, c'est essentiel de se sentir bien soi-même. Oui. Et ça pour permet l'estime de soi, la confiance en soi, c'est important. Et voilà, après, à chacun de trouver son moteur. Oui, mais celui-là, moi, je pense qu'on serait très, très nombreux à partager. Donc, je vous rassure, je ne fais pas mes courses au supermarché en talons aiguilles. C'est quand même assez rare, des talons aiguilles. Donc voilà, donc, ça m'arrive quand même d'être en basket. Ah oui, non, mais après, moi personnellement, moi, je mets plus de talons aiguilles. Parce que pareil. J'en mets très peu. Des talons hauts, oui, mais des talons aiguilles. Ça m'arrive d'essayer, mais je fais pas 5 minutes avec. Je me dis, oula. Oui, c'est surtout si je pourrais pas. Donc c'est vrai que je me suis résumée moi du coup à me dire déjà je vais prendre soin de moi parce que oui, c'est arrivé des moments où j'avais pas la force de prendre soin de moi, mais du tout. Bien sûr. Mais après faut s'accorder aussi. Moi, je sais que j'ai parfois les week-ends, mes journées pyjama, où je suis crevée, je suis pas bien, ou alors j'ai une névralgie hyper intense, j'ai la tête à l'envers, je vais traîner en pyjama et ça va me faire un bien fou. Donc, faut vraiment adapter. Il faut vraiment adapter. Il faut pas être très très dur envers soi. Non. Comme tu dis, quand c'est compliqué, d'accepter que ce soit compliqué. Les jours où c'est difficile, c'est d'accepter que c'est difficile. Et les jours où, bien évidemment, on y va. Mais oui, c'est sûr que prendre soin de soi dans la boîte à outils, c'est essentiel. Oui. Essentiel. Et je ne peux m'empêcher, tu vois, je t'écoute, je vois ton parcours, je vois la force, le courage, et je ne peux m'empêcher de poser une question. C'est
comment tu arrives à gérer le travail sur le plan justement, nous on va aborder l'accessibilité à l'emploi. Je sais que pour beaucoup, c'est une peur parfois, c'est une hantise. Je comprends. Voilà. Et comment toi, justement, tu as réussi? Alors moi, j'ai réussi, alors déjà en travaillant à temps partiel d'emblée, donc en respectant mon rythme, parce que faire une journée entière de travail, je pouvais pas le faire, ou alors si je pouvais le faire, je le payais terriblement après. Donc j'ai travaillé à temps partiel d'emblée. Ensuite, j'ai fait le choix d'avoir un métier, comme je vous l'ai raconté, qui était plus compatible avec mes symptômes aussi. Le métier de médecin, journaliste médical, on est quand même beaucoup derrière un ordinateur, on n'est pas en train de courir après les patients, c'était beaucoup plus gérable. Alors, jusqu'en 2009, j'allais sur mon lieu de travail tous les jours, et puis après une poussée, j'en étais plus capable. Donc là, j'ai basculé sur le site internet allodocteur.fr, et depuis, je suis en télétravail 4 demi-journées sur 5. Et en fait, ça m'évite la fatigue, les douleurs des transports en commun. Je suis beaucoup plus à mon rythme. Si j'ai eu une névralgie, je peux travailler l'après-midi, dormir un peu plus le matin. Enfin, c'est un peu plus flexible, on va dire. Oui, donc, on parce que les employeurs derrière, alors les employeurs, j'ai eu moi quand j'ai commencé à travailler pour le magazine de la santé, j'ai parlé d'emblée de ma maladie en me disant, ils sont médecins, ils vont comprendre. Et c'est vrai qu'après, je pense qu'il faut pas être médecin pour comprendre, il faut juste avoir suffisamment d'empathie. Et eux, ils voyaient mes compétences avant mon handicap. Donc ils m'ont dit pas de problème, on fera tout. Et c'est vrai qu'il y a eu une relation de confiance qui s'est développée avec cette entreprise. Je suis toujours dans la même entreprise, sachant que ça fait 19 ans. Et quand même, ils m'ont beaucoup soutenu, notamment durant mes poussées, les myplégies. Il y a eu des moments de tension parfois, où typiquement après. Quand j'ai basculé sur le site internet, avant d'arriver sur le site, on m'a proposé ce que moi j'ai estimé comme un vrai placard. Donc là, j'ai vraiment lutté pour ne pas être sur ce poste. J'ai dû faire appel à une déléguée syndicale. Bon, bref, ça a été chaud, mais au final, ça a évolué positivement. Et puis, je crois que ça dépend aussi beaucoup des managers. Il y a quelques années, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une manager qui je pense que mon côté positif insupporté et qui n'avait pas la flexibilité pour s'adapter au handicap. Et c'est vrai que là, par exemple, en entretien d'évaluation, elle m'a quand même dit, parce que j'avais eu un arrêt de travail de 5 semaines pour des névralgies hyper intenses que la spécialiste des douleurs n'arrivait pas à réguler, et elle m'a dit 2 fois dans l'entretien, là, tu as quand même beaucoup d'absence et d'arrêt. Et moi, à ce moment-là, c'était il y a 3 ans, j'étais bien dans ma tête, dans mon corps, et je me suis pas laissée démonter, mais je me suis dit, à certaines périodes, ça aurait pu faire mal. Ça aurait pu vraiment me mettre à terre. Et c'est honteux. Et en fait, c'est aussi pour ça que je suis assez engagée, très engagée même dans l'association Dare Women, dont je suis la vice-présidente. Et je suis présidente de l'entité qui est destinée aux femmes qui ont un handicap, Dare Women Handicap. Donc, rejoins-nous, tu es la bienvenue. T'as le profil, hein. T'as le profil. Et n'hésitez pas, parce qu'on fait des ateliers pour développer certaines soft skills, certaines compétences comme la confiance en soi, comment bien parler à l'oral. Il y a des rencontres inspirantes. On peut bénéficier du mentoring, donc avoir un mentor qui a une belle carrière et qui peut nous faire bénéficier de son expérience. Donc c'est vraiment une asso qui est inclusive et très positive et bienveillante. Donc, et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'il y a encore à faire dans le monde de l'emploi avec le handicap, alors il y a eu des progrès grâce à des grosses associations comme la GFIP, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer des mentalités, parce que, comme je le disais, c'est très manager dépendant. Et là, je vois avec mes 2 managers, N+1 et N+2,
c'est hyper fluide. Il y a zéro problème. C'est un bonheur. Donc moi, je retrouve le plaisir de travailler et d'être motivé, parce que c'est vrai, quand on a quelqu'un qui est très négatif, qui s'adapte, c'était compliqué. Oui. Mais vraiment, c'est tout à fait possible de travailler avec un handicap. Évidemment, parfois, il faut des adaptations. Moi, je recommande quand même de faire les démarches pour bénéficier d'une RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, tout simplement parce que c'est le justificatif, entre guillemets, qui va permettre d'avoir des adaptations pour rester performant. Et donc ça, c'est vraiment important de faire cette démarche. On n'est pas obligé d'en parler à l'employeur si on ne le souhaite pas. Ça peut être simplement en accord avec le médecin du travail, et les ressources humaines auront bien sûr le justificatif de RQTH. En parler, notamment en cas de handicap invisible, forcément, ça peut faciliter la compréhension, la communication, en sachant qu'évidemment, parfois, on tombe sur quelqu'un, employeur ou manager, qui n'est pas capable de comprendre. Oui, qui ne comprend pas. Il y en a. Oui. Après, honnêtement, il y a aussi beaucoup de gens chouettes et qui essayent. C'est important, parce qu'on a souvent justement des questions. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Voilà. Là aussi, ça dépend. Ça dépend vraiment de l'employeur. Ça dépend de soi, de ses limites, entre guillemets, et puis surtout du fait qu'on ait besoin d'adaptation, de compensation. Donc ça peut être un temps partiel, ça peut être plus de télétravail, et ça peut être un fauteuil ergonomique. Enfin bon, il faut vraiment réfléchir à quel besoin on a, quelle compensation on a besoin, et à partir de là, prendre la décision d'en parler ou pas, en sachant que si en entretien, on en parle et que ça fonctionne pas à cause de ça, ça veut dire que ça n'aurait pas pu fonctionner. Donc moi, je suis assez fataliste là-dessus. Je me dis, finalement, ça peut économiser des mois on va dire 3 mois de préavis où ça se passe mal et ça impacte forcément la confiance en soi. Donc c'est peut-être pas plus mal un entretien qui se solde sur non, handicap non. Et voilà. Et faut se dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se veulent inclusives, tout simplement parce que dans la loi, toute entreprise de plus de 20 salariés est obligée d'avoir au moins 6% de personnes qui travaillent avec un handicap. Bon, alors il y en a beaucoup qui contournent et qui payent des compensations financières, mais des contributions financières, pardon. Mais c'est vrai que ça bouge, et avoir un handicap, ça permet aussi d'augmenter le quota et d'arriver à son 6%. Donc pour une entreprise, oui, c'est intéressant, et elle peut bénéficier d'aide pour favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Donc, faut pas hésiter à faire valoir ça en entretien professionnel ou même quand on est dans son entreprise, pour une fois qu'on donne sa RQTH, ça a des avantages pour l'entreprise et ça a des avantages pour soi avec les compensations. Oui. Et pour revenir à l'entreprise, notamment nous, on souhaite, là, au niveau du salon, zoomer sur le badge activateur de progrès. Je sais pas si tu connais, qui a été mis en place. Et je suis en train de me former comme référente handicap. Ah bon? À la GFIP, justement. Donc oui, je connais, c'est super. Moi, justement, dans mon analyse, je me suis dit, alors, des formations professionnelles, puisque j'analyse tout, du coup. Oui, c'est bien. C'est bien. C'était de me dire, en fait, on a mis en place le badge activateur de progrès. On a aujourd'hui à peu près plus de 8600 entreprises qui ont le badge, qui sont sensibilisées, qui militent pour ces causes-là. Et de l'autre côté, on a les personnes en situation de handicap qui sont en recherche d'emploi parfois et qui nous remontent des informations du type « c'est compliqué, dès que je dis que je suis malade, forcément derrière, on ne me prend pas. » Et donc, au final, je me retrouve en train de cacher tout simplement mon handicap, sauf que derrière, ça ne suit pas. Et donc là, non, ça ne suit pas, on surcompense, on s'épuise, et puis on est dans une spirale de l'échec qui est pas bonne en fait. Et faut vraiment se dire qu'un entretien professionnel, quand on a un handicap, ça se prépare. Et ça, il y a encore mon chat qui veut rentrer, pardon. Et ça se prépare. Et oui, allez mon chouchou, on se déteste.
qu'il faut être relativement serein dans sa façon d'aborder le handicap, serein et aussi rassurer l'employeur, parce que l'employeur, forcément l'inconnu, ça peut stresser et voilà. Donc les personnes en entretien professionnel, parler du handicap en termes de besoins, c'est-à-dire moi je dois travailler par exemple à temps partiel à raison de 4 heures, 5 heures par jour. J'ai besoin de télétravail et c'est donc faut vraiment cibler réfléchir soit à ses limites entre guillemets et à ce dont on a besoin pour rester performant. Pour certaines, ça va être, je pense notamment aux personnes malvoyantes ou qui sont malentendantes, un logiciel. Oui, bien sûr. C'est ça les compensations du handicap. Donc, et il faut parler à l'employeur ou au recruteur. Mais moi, j'ai ça, il me faudrait ça pour rester performante, et en essayant d'avoir un cadre très rassurant pour lui. Oui, bien sûr. Et l'idée même, moi du coup dans cette analyse, c'était de me dire, si d'un côté on a plus de 8600 entreprises qui sont référencées, qui sont connues, qui ont le badge. En fait, on devrait zoomer dessus. Tout simplement pour permettre en fait aux personnes en demande d'emploi déjà dans un premier temps d'avoir un annuaire, d'avoir une base de données et de pas forcément et de se dire on a déjà ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme, au lieu d'envoyer des candidatures comme ça, de se faire refouler et que ça a un impact sur le moral, que ça nous met dans la confiance en soi. Et là, au moins, on sait que on envoie des candidatures et que de toute façon, si on n'est pas pris, ce n'est pas pour le handicap parce qu'on a déjà, on a déjà un plus. Donc justement, avec la GFIF, c'est ce qu'on a envie de mettre en place là lors du salon. C'est de zoomer sur les 8600 entreprises qui ont le badge activateur de progrès et de dire aux gens, en fait, non, il y a des entreprises et elles sont là. Il y a une liste, elles sont connues. Donc, si chacun de nous a la liste, c'est déjà pas mal. Ça, c'est l'accessibilité à l'information. Totalement. Après, souvent aussi, on peut également recommander les grosses entreprises. Alors, tout va dépendre du manager, mais c'est vrai que elles ont tout intérêt à avoir 6% de travailleurs handicapés. Donc, parfois, elles recrutent plus. Et il y a peut-être davantage de flexibilité, entre guillemets, dans le management. Mais il faut savoir aussi que quand on a un handicap, on peut aussi bénéficier de formation ou d'une reconversion. Et donc, il faut pas... parfois, c'est vrai qu'on peut être en invalidité pour un poste où on peut ne plus être apte pour son poste et c'est pas forcément la fin de la carrière. Donc ça, faut vraiment... C'est dur, bien sûr, pour le moral, mais il faut essayer d'aller au step d'après en se disant, oui, en fait, je peux me reformer et continuer à avoir une vie professionnelle ailleurs. Donc, il faut vraiment, là encore, on parle d'accessibilité à l'information. Il faut connaître tout l'éventail des possibilités quand on a un handicap. Mais sur le site de la GFIP, il y a justement énormément d'articles sur les avantages avec la RQTH, les possibilités de formation, de reconversion. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est vraiment important. Oui, et on a ratissé large. On a ratissé large. On a. Oui. Alors là, on a parlé de tout, je pense. Oui, bien sûr. Mais merci beaucoup, Jane. C'était super de te rencontrer déjà et d'avoir cet échange. Moi aussi, je te remercie.